Aujourd'hui, ces langues elles-mêmes sont en train de s'éteindre. Mais la résonance des mots, les mélodies, les rythmes, les accents, ont laissé des traces qui continuent à agir chez celles et ceux qui ont entendu ces langues dans leur enfance. Qu'est-ce qui commence? Ça ira. Bon, c'est moi qui commence. On vous a déjà dit bonjour, mais je vous redis bonjour. C'est un film très différent de ton film précédent, sur le Yiddish. Je le trouve différent, mais beaucoup plus fort. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il aborde et expose beaucoup plus frontalement et définitivement un certain nombre de questions dont je dirais que la personne qui pourrait le mieux en parler serait Jacques Derrida, que j'ai beaucoup connu et qui, au fond, n'a pas cessé de construire sa pensée et son œuvre, y compris ce qu'il dit de la déconstruction, qui n'a rien à voir avec la façon imbécile dont on en parle, à partir de ce que ce film montre, enfin met en acte et exhibe. Alors tout à l'heure, avant ce débat, Nourit me dit bon, tu poses une ou deux questions et puis on discute. Alors je lui dis la première question que j'avais envie de lui poser. Elle me dit non, pas du tout, pose pas du tout cette question parce que je ne saurais pas comment y répondre. Alors, je ne vais pas lui poser cette question. Enfin, c'est un peu. Mais j'ai proposé que toi, tu m'expliques. C'est un peu une ruse. Mais je vais vous poser la deuxième question que j'aurais bien aimé lui poser, que je vais te poser, qui est évidemment dans laquelle je trouve une réponse à la première question que je n'ai pas posée, hein, mais que je te poserai plus directement. Après ça, je te donnerai la parole. Pour être plus bref et au fond plus centré, je crois que c'est un film qui montre bien que il n'y a que des langues maternelles et en même temps il n'y a aucune langue maternelle. Parce que toutes les langues maternelles sont trouées, sont plurielles, sont porteuses de mémoire, d'histoire, diverses, hein, et c'est très très émouvant. Enfin, ça m'a beaucoup ému parce que dans ce film, à travers l'histoire du peuple juif, il y a l'histoire de ce que la Méditerranée a représenté pour nous tous, hein, de circulation, de drame aussi, de tragédie, mais d'alliance, de mixage, de langue, de culture, quelque chose qui nous a fait depuis la plus grande antiquité et qui est toujours menacé, on le voit bien aujourd'hui. Hein. Donc c'est une mémoire présente de ce qui nous a fait, et aussi ça nous permet de réfléchir sur ce qui nous a fait. Donc il n'y a que des langues maternelles, et en même temps il n'y a pas de langue maternelle. Chaque langue maternelle, elle est trouée, elle est porteuse d'autre chose, et c'est Anna Angelopoulos qui le montre le mieux. Hein. Elle est porteuse pas simplement de mémoire, mais d'interdits. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'entendre, qu'on n'a pas le droit de prononcer, des questions qu'on n'a pas le droit de poser, mais qui sont malgré tout présentes là. Si on les pose, il se produit des drames, hein, et qui sont des drames, bien sûr, historiques, qui rappellent d'autres drames, des liens entre différentes générations, voilà, d'où nous venons, où nous allons, etc. Et donc, on voit très bien là-dedans que ces langues qui apparaissent si simples, si limpides, etc., sont porteuses pas seulement d'histoire, mais d'interdits imprononçables. Hein, ou du moins, mais prononçables néanmoins, puisqu'on ne peut pas les prononcer sans provoquer des drames et en même temps avoir des réponses. Alors ça, c'est la deuxième question. La première question que je voulais te poser, c'est celle que je vais dire maintenant. C'est-à-dire, je me demandais pourquoi tu avais commencé ton film par ce souvenir d'enfance, hein,
où un petit garçon te dit, l'âme, je crois, hein, oui, te dit, voilà, il y a un mot qu'on ne peut pas prononcer, c'est le mot de Dieu. Et puis il le prononce, hein, évidemment. Et puis il crache par terre, hein, parce qu'il veut écarter la malédiction et le mauvais sort. Et c'est exactement ce que nous dit Angelopoulos. Hein. Il y a des mots qu'elle entend, qu'elle ne peut pas prononcer, qu'elle prononce quand même. Ça provoque une malédiction. C'est-à-dire il y a tout ce jeu et cette construction entre l'impossible à prononcer, l'interdit de prononcer, mais on le prononce quand même. C'est pas simplement du silence, c'est pas simplement du vide. Donc il y a une présence concrète, lisible et énonçable dans un dialogue de ce qu'on ne peut pas dire, mais qui est bien là présent d'une façon extrêmement concrète hein, dans cette pluralité des langues qui nous fait. Voilà. Ça c'est quoi? Merci pour la musique. C'est quoi la musique? Une autre. C'est toujours des surprises. Hein. Oui, c'était peut-être pour me dire que je parlais trop. Oui. L'imprononçable. Je ne sais pas pourquoi je réponds, je ne sais pas où je réponds. Mais quand même, il y avait comme un miracle entre, parce qu'on est dans la première scène avec Ilan. En plus, je vois là. Vous vous rappelez, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre. Et en plus, Ilan, bon, ça m'irait bien, c'est marrant qu'il y ait... Ilan, ça veut dire arbre. Bon, il s'appelle Ilan, ça veut dire... Bon, je filme ce truc-là qui est... Pardon. Et je passe à une image de ça, de Khamsa, qui vient de la magie, c'est-à-dire que l'image va l'une sur l'autre. Hein. C'était pas c'était pas prévu, mais c'était impressionnant. C'était prévu qu'après ça vont venir les images que j'ai eues, qui sont que j'ai cherchées parce que je voulais les lettres hébraïques. Je voulais comme une sorte d'obsession de lettres hébraïques. Et là où c'est plus joli, c'est quand ils sont intermêlés avec des images. Et ça, c'est dans l'image de la magie. Et ce qui pour moi était important, c'est-à-dire c'est la force, la croyance que les mots sont performatifs. C'est-à-dire qu'il agit sur la réalité. Et c'est aussi bien dans la magie que peut-être dans la psychanalyse. C'est-à-dire que les images et que les mots sont corporels, ils font corps, et c'est comme ça qu'ils agissent. Hein. C'est-à-dire l'émotion... via l'émotion. Est-ce que je commençais et bon, pourquoi Dieu? C'est pas n'importe quel nom de Dieu, c'est celui-là, c'est le tétragramme. Et parce que c'est un mot par excellence de la langue hébraïque qui a un statut à part. On le lit avec nos yeux et on ne le prononce pas. Et c'est que je me suis rappelé de cette histoire-là, mais je raconte aussi qu'à l'école, et à l'école, on nous a dit, et on était dans une collègue, on nous a dit, vous voyez ce mot, avec vos yeux, vous dites un autre mot. Et puis, je crois, quelques Israéliens qui sont dans la salle, et peut-être que, bon, je ne vois pas beaucoup, mais il y en a, donc ça rappelle que c'était, et même nous, aujourd'hui, on voit un mot, on dit un autre. Donc c'est la force des mots comme ça, voilà. Et en plus, ils transgressent, c'est-à-dire ils transgressent, donc ça commence tout de suite avec la transgression de la chose elle-même. Oui, je crois que... Et puis, il y a ces rapports que je trouve entre l'écrit, la joliesse de ces lettres dont je parle déjà dans d'autres films, qui sont quand même des lettres carrées, et la fenêtre, c'est-à-dire qui rappellent les fenêtres, etc. Donc il y a les mots, ces lettres carrées, les mots, les graphiques, et après il y a, il y a la manière où ils sont prononcés, c'est-à-dire que les gens qui parlent d'abord de dos, de mots dont ils se rappellent, on arrive à la fin où il reste que les syllabes. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de signifiant. Je ne sais pas si c'est presque un mot qu'on n'a pas le droit de dire, mais comme ça ici. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est la matière. Pour moi, c'était la matière de la
la matière de la lettre, aussi sonore que graphique, hein, autour de laquelle je voulais tourner. Oui, bon. Mais toi, tu as une autre idée pour Non, moi? non, Parce que tout à tu m'as fait. dit, parce que ce qui est intéressant, que tu m'as dit, je sais que c'est juste. Je sais que c'est juste. Moi aussi, je savais que c'est juste. Après, je me suis dit, pourvu qu'on me demande pas pourquoi, parce que bon, je sais juste que c'est juste. Et toi, tu as dit la même chose. Et j'ai dit, ah, lui aussi trouve que c'est juste. Oui, Alors, tout à fait. pourquoi c'est juste? Tout à fait. Tu sais? À cause de ce... Enfin, j'y ai pensé en regardant ton film. À cause de ce rapprochement entre ce début sacré, hein, le tétragramme, l'imprononçable, et dans les dialogues, mais ce ne sont pas des dialogues, quoique ce sont des dialogues à l'intérieur de chacun. Enfin, chacun dialogue avec lui-même dans un dialogue intérieur et où il y a une altérité, en se rappelant des scènes et en faisant jouer dans sa propre parole la pluralité des langues, hein, qu'il fait résonner, et bien sûr qu'on entend. Mais dans plusieurs récits, paroles, je ne sais pas très bien comment dire, il y a une présence de ce que j'appelais l'imprononçable, mais sous la forme d'une autre langue dans la première. Je pense que, bon, c'est un peu sacrilège, mais que c'est un peu la même idée, la même forme de présence, avec un effet abyssal, hein, mais qui ouvre dans toute cette profondeur, et qui ouvre sur ce que les deux dernières personnes dont tu parles montraient très bien, c'est-à-dire que la langue, comme le dit Naouri, elle ne nous construit pas seulement, mais elle fait notre corps. Hein, elle fait notre corps, et elle partage dans notre corps ce qui est du corps et ce qui n'est pas véritablement du corps. Et l'avant-dernière personne qui parle, cette femme écrivain, Zohar, oui, elle dit des phrases merveilleuses. Enfin, voilà, j'arriverai pas à restituer comme ça, en tout cas pas telle quelle. Elle dit entre autres, elle dit que puisque c'est une langue qui est parlée et pas écrite, Oui. elle dit qu'elle avait l'impression qu'elle sortait du corps des autres en entrée dans son corps à elle. Oui. Mais elle insiste parce que c'est une langue d'abord qu'elle est parlée et qu'elle a entendu qu'elle par ses oreilles. Donc, oui, alors là, du coup, il y a tout ce... Et puis elle dit que c'est comme une amulette aussi. Oui, alors là, on retrouve... L'amulette, oui. Oui. Et elle dit, oui, c'est comme une amulette. Je veux bien croire qu'elle a du sens. Oui. Mais je ne les connais pas. Oui. Donc, et Dieu, c'est pareil. Je veux bien croire qu'il a du coup, sens. le sens, il revient dans l'énonciation. Hein, c'est-à-dire la sonorité du mot, le fait que quelqu'un le dise, pose immédiatement la question du sens. Et tout ce qu'elle dit autour de ce mot Rma, je ne sais pas très bien. Rma, oui, c'est ça. Peut-être, Yael, tu sais comment on dit? Oui. Rima? Le mot qui dit... desquels parle Zohar. Bon. Oui, et qui dit ce qu'elle posait comme habitant sa mère. Hein, mais moi, je trouve, de sa mère. C'est extraordinaire quand elle lit. Elle dit quelque chose d'incroyable, parce qu'elle dit, il y a ce mot qui veut dire pesanteur, lourdeur, oppression, dépression, mais qu'elle découvre, c'est-à-dire qu'elle dit enfant. Donc en fait, ce mot, elle s'est rappelée de stades différents dans sa vie où elle a essayé d'interpréter les mots, et elle dit, oui, j'ai compris que c'est une garce qui domine ma mère. Alors, un jour, elle me dominera. On va la porter toutes les deux. Il n'y a rien à faire. Donc, vraiment, fusion mère-fille, ça ne peut pas être... Et comme s'il y avait un destin commun, mais un destin commun qui est traduit dans un mot que l'hébreu est trop pauvre. Elle dit, cet hébreu, il ne peut pas traduire ce mot. Moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce mot en hébreu. Et du coup, elle entend toujours toute sa vie dit comme ça. Et bon, mais on les portera ensemble. Il n'y a rien à faire. Alors elle dit aussi très bien que... non, parce que c'est un film sur
sur la valeur et la nécessité d'apprendre et de savoir plusieurs langues, hein, y compris les langues anciennes, le grec et le latin, etc., que l'hébreu, l'arabe et tout. C'est-à-dire qu'il faut passer par une autre langue pour entendre la sienne. Hein. C'est que tout à l'heure, tu Et as là, dit il y que a- toutes les langues maternelles sont trouées, oui. Oui, oui, Mais je crois que les gens qui sont bilingues ont l'avantage oui. de... Je le crois de toute façon toujours, mais c'est-à-dire que comme c'est deux langues séparées, on se rappelle autre... Parce que évidemment, elle est trouée, même si on est monolingue, sauf qu'on ne le sait pas parce que c'est la même. Donc, tandis que si c'est une autre, et on sent qu'elle a un autre statut en tant qu'étruée, en tant que celle qui... Mais parce qu'on arrive à les différencier. Parce que si on est monolingue, on croit que c'est la même, mais c'est pas la même puisqu'on l'oublie par définition. La langue qu'on a parlé jusqu'à 5 ans, je sais pas à peu près. Donc on sait qu'on l'oublie, mais si c'est une autre langue, il y a quelque chose qui pour nous autres qui parlent, qui sont bilingues, et ça prend une autre dimension. Je parle quand on est bilingue petit. Hein. Donc il est troué, mais on le sait, par définition. Et dans ce bilinguisme ou ce polylinguisme résonne la voix de ceux qui nous ont fait entendre ces mots, et aussi de façon assez automatique, parce que c'est pas une affaire de traduction. Le fait que c'est quand même une affaire de traduction. Il y a une affaire de traduction, mais la traduction, elle ne vient pas de façon scolaire. Elle vient que brusquement, c'est un autre mot d'une autre langue qui vient à la place de celui qu'on s'attendait à utiliser dans notre propre langue et qui nous paraît à ce moment-là complètement inadéquat, hein, et complètement malvenu. Et du coup, c'est le sujet lui-même qui se trouve posé d'une autre façon. Mais je pense justement, parce que c'est incroyable comment c'est une autre langue, parce que c'est chez Naouri, le monsieur Naouri qui parle, qui sait parler, comme ça. Et quand il se met à chanter, c'est l'enfant. Moi, je vois toujours l'enfant à travers lui. Parce qu'en fait, il se rappelle, il fait semblant de lire, mais je crois pas que... il lit à moitié, mais il lit pas, mais c'est-à-dire, il se rappelle de cette partie-là qu'il a lue, qu'il a jamais compris. Et il est complètement un autre. Hein, c'est-à-dire que moi, je sais pas, non. Il est l'enfant et je trouve que c'est tellement émouvant parce que c'est l'enfant dans l'autre langue qui est l'enfant dans l'autre langue. On voit souvent dans des analyses et dans des rêves, brusquement, une autre langue qui vient, avec plusieurs aspects. Il y a des choses qu'on ne peut dire que dans une langue et pas dans une autre. Pas dans sa langue maternelle, parce que le dire dans sa langue maternelle, c'est trop proche, c'est trop dangereux. Je me souviens d'un Chinois qui m'expliquait que je lui disais, mais comment vous pouvez faire une analyse en français? Alors, il me dit, ce que je dis en français, je ne pourrais pas le dire en chinois. Et ce type d'expérience se retrouve assez souvent. Bon. Ce qui veut dire aussi que quand les choses sont un peu déliées, un peu ouvertes, il y a un accès à la langue maternelle, à la langue de l'enfance, mais d'une autre façon. D'ailleurs, on voit des patients qui, dans une même séance, parlent tantôt en français, tantôt en espagnol, tantôt en anglais, comme ça vient, hein, dans la fluidité. Et aussi beaucoup de patients qui, dans des rêves, brusquement, il y a des fragments de rêves dans une autre langue. Moi-même, qui ai parlé plusieurs langues dans mon enfance pour des raisons Lesquelles historiques, l'anglais, l'arabe et le français. Oui. Et complètement oublié des choses. Et plusieurs fois dans mon analyse, je me suis mis, dans mes rêves, à chanter en arabe et à chanter en anglais des chansons dont je ne me souvenais pas du tout et que j'avais l'impression de ne jamais avoir apprises de toute ma vie. Et dans le rêve, ça surgissait de façon entière. Évidemment, quand je me réveillais, je les oubliais très rapidement. Je me souvenais que je les avais rêvés, mais je les oubliais. Bon. Ce sont des exemples, des expériences que beaucoup peuvent faire, mais qui montrent l'empreinte de ce type d'expérience, et que dans chacun d'entre nous,
beaucoup de souvenirs, beaucoup d'enfance, beaucoup d'éléments sont beaucoup plus vivants qu'on ne le pense. Hein, comme chez ces femmes qui parlent, ou comme la mère d'Angelopoulos, hein, qui brusquement voilà, parle l'espagnol mais il ne faut pas l'entendre, et puis bon, il y a tout un pan d'histoire qui vient. Mais Naouri a dit qu'il a fait des séances entières en arabe, et qu'évidemment son analyse ne comprenait pas. Ça me rappelait que moi je filmais Tosquelles, qui a fait une analyse chez un juif viennois qui ne comprenait pas, pratiquement pas le catalan. Et en fait, il a fait une analyse en catalan chez quelqu'un qui ne comprenait pas. Et du coup, c'est là où j'ai compris que quand on analyse, ça va bien, il ne faut pas trop écouter ce qu'on raconte, mais plutôt la musique. Et qu'en fait, la musique, elle peut se faire dans une autre langue. Je ne sais pas, mais Tosquelles, ça fait ça. On peut demander de traduire après, mais pas n'importe quel moment. Mais voilà. Que Naouri a dit, et ce qui est marrant, qu'il a dit, je ne sais pas, il ne le dit pas dans les films, mais il a dit que lacanien qu'il est, je ne sais pas, il paraît qu'on finit l'analyse quand on a trouvé sa lettre. C'est ce qu'il a dit, bon, soit. C'est un beau récit, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, je ne me prononcerai pas là-dessus. Oui, d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est joli comme ça, un conteur, pourquoi pas. Oui. Et il a dit la lettre qui était la mienne était les Hassan, donc il parle, qui est le nom de sa mère. Oui. Et la lettre, c'est évidemment les Hassan, les Kha. Oui. Bon, je ne sais pas les dire, mais les Kha arabes. Et que l'analyste n'entendait pas. Donc sa lettre était la lettre que l'analyste n'entendait pas. Oui. Donc il y a de l'imprononçable, c'est-à-dire oui. C'est prononçable mais pas entendable par l'analyste. Mais c'est quand même là. Oui, c'est-à-dire donc... oui, voilà donc cette histoire de langue. Est-ce que quelqu'un... Alice. Ah oui, tu as besoin de micro. Bonjour, merci pour ce film extraordinaire. Je me demandais les mots que chacun de vos interlocuteurs prononce au tout début. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme... comment vous les avez lancés? Comment ils ont choisi ces quelques mots du début? Je crois avoir dit que des mots que pour eux, ils sont très importants, a priori des mots de l'enfance. Ce qui a fait que pour une raison qui m'échappe, il y a 2 fois la courgette. Et pas seulement, il y a 2 fois la courgette, et puis il y a les tipotes. Tipote, c'est tipote. Qui est tipote, oui, je crois que c'est dans la raquetière qu'on dit tipote, et après il y a cache d'ataille. Il y a 2 fois la courgette et 1 fois la bouteille, parce que c'est... Oui. D'accord, j'ai rien dit, hein. 2 courgettes et une bouteille. On ne vous entend pas du tout par ici. Ah, on va essayer. Il a dit qu'il y a 2 fois la courgette et 1 fois la bouteille. Et je crois qu'il y a même une carotte aussi. Donc, mais dans... Oui. Et voilà, donc c'est ça que je demandais. Ce qui est intéressant, je trouve que chez Jonas Sibony, il dit en fait des expressions. Et après, des expressions, il n'a pas dit des mots. Et quand je lui ai demandé après c'était quoi, et après, il a dit c'était des mots qu'en fait j'ai attendu mon père et mes oncles, que c'était des expressions qui étaient à l'intérieur du français. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit qu'il n'y avait pas du tout de marocain chez lui, parce que à cause de grands-pères qui absents, et qu'en fait on ne parlait pas le marocain. Sauf que ces mots se sont glissés en français, et que lui, il les a toujours entendus quand même, ces mots. Et c'est ces mots, les expressions. Et que c'est ça qui est... Donc, c'est en fait des expressions qu'il a entendues dans le français de son père et ses oncles. Et les autres, ils ont mis des mots de l'enfance importants pour eux. Ici, oui, ça fait la 2e fois que je vois ce film.
Et tout à coup, je réalise qu'en fait, cette langue maternelle qui appartient à la mère, il faut y aller pour l'attraper, pour qu'elle ne soit pas toute seule. Parce qu'il n'est pas question qu'elle la possède toute seule. Et donc, il faut y aller pour en grappiller des bouts et en garder des bouts. Et la dernière sound poetry, pour ça, c'est absolument extraordinaire, c'est qu'elle restitue des sons dont elle ne comprend pas le sens, mais en même temps, elle parle la langue, elle parle le farsi. Elle ne parle pas, mais... Non, elle ne parle pas, mais elle l'a attrapé. Oui, oui, elle a attrapé l'intonation. Et tous tes interviewés ont d'une manière ou d'une autre grappillé ce qui appartenait à la mère et qu'elle ne transmettait pas. Enfin, c'est la deuxième fois que je le vois et il faut que ce soit la deuxième fois pour que je puisse penser quelque chose. Moi, je me suis demandé... D'au-delà de la langue ou en deçà de la langue. Ouais. Comme une possession qu'il ne faut pas garder tout seul. Qu'on ne peut pas laisser la mère garder toute seule. Je me suis demandé si on ne pouvait pas définir la langue qu'on dit. Parce que moi, je n'ai jamais dit langue maternelle avant. Je me suis toujours... J'ai essayé, parce que j'ai déjà fait un film d'une langue à l'autre qui était... J'ai dit langue première, langue de naissance, etc. Parce que maternelle, je ne savais pas trop. Là, je ose plus dire le maternelle. Et je me suis demandé est-ce qu'on ne pouvait pas définir la langue maternelle comme étant celle de la grand-mère, finalement. Ce que ton film montre, enfin, sans l'expliquer d'ailleurs, sans le constater, c'est que la langue maternelle est faite de dialogues entre plusieurs générations. Hein, c'était impossible que qui que ce soit parle de sa langue sans dire ma mère parlait ça, ma grand-mère parlait ça, mon grand-père parlait autre chose. Donc immédiatement, il y a quelque chose qui se déploie complètement autrement et qui est plurigénérationnel. Mais c'est pas que la langue, c'est-à-dire que c'est pas que la langue, c'est l'accent aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est l'accent que parfois, mais à la limite, c'est deux générations, parce que Freud, on dit toujours Freud, mais je crois que la mère de Freud a parlé avec un accent yiddish très fort. Donc même si lui, il parlait pas le yiddish, s'il n'y avait pas, l'autre langue, via l'accent, arrive à nous. C'est-à-dire même si c'est pas les mots. Donc il y a l'histoire de l'accent, donc la musique qui reste très forte. Moi, je voudrais intervenir. Où est... Je suis là. Ah. Pour vous remercier, parce que votre film m'a énormément émue, parce que j'ai trouvé une réponse, quelque chose que je cherchais. J'en tremble. Hein. Je fais partie de ces personnes qui ne parlent pas leur langue maternelle. Et j'ai appris une langue qui se trouve être le dialecte marocain, et pour pouvoir répondre à des questions de ma mère. Et ma mère 10. Et depuis quelque temps, elle me pose une question sur une expression que je ne suis pas capable de traduire. Et j'ai trouvé la réponse. Parce qu'en fait, c'était une expression quelque chose que lui disait sa grand-mère, sa grand-mère, qui était juive marocaine. Et donc, ça, je ne l'ai pas appris en apprenant le dialecte, en apprenant le marocain. Parce qu'elle-même, je l'ai d'autant moins appris qu'elle-même n'arrivait pas à le traduire. Et donc, je voudrais vous remercier, parce que j'espère que demain, elle va comprendre ce que je vais lui dire. Et je voudrais remercier aussi Marie-Hélène, parce que c'est grâce à elle que je suis là ce soir, même si je savais que j'avais envie de voir ce film. Et voilà, donc je voudrais vous remercier pour ça. J'ai une question, Myriam. Je sais que tu es là. Tu as envie de dire quelque chose parce que c'est en association directe, non? Si tu veux, si tu veux. En association directe avec ce que vient de dire attendez le micro. madame, là. Elle a bien voulu. Je sais pas Où tu es? Je suis là. Ah.
Parce que tu as dit aussi que tu as compris. Je dis juste peut-être, tu dis comme tu veux, mais tu as dit que tu as compris avec le film des choses que tu n'as pas compris pendant. Oui, pendant de longues années d'analyse. Alors moi, j'ai une mère qui parlait français et je suis née dans un bain de langue marocaine. C'est assez compliqué pour moi. Je t'expliquerai ça un jour, Maureen. D'accord. Mais effectivement, je comprends ce que dit madame. Moi, je parle le marocain couramment. Je parle le français, l'arabe. Évidemment, ce film m'a beaucoup touchée. Je te remercie beaucoup de l'avoir fait. Mais c'est trop long ce que j'ai à dire. En tout cas, merci, Nourrit, et je te dirai par écrit comme je t'avais dit. D'accord. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ça m'intéresse que tout d'un coup, face à un film, on arrive à trouver des choses qui concernent la langue maternelle, qu'après des années d'analyse, etc., on n'a pas... Non, mais c'est intéressant. Et que je me rappelle déjà, pour d'une langue à l'autre, m'a dit une femme aussi, qui était analyste aussi, avec elle-même beaucoup d'années d'analyse, elle a dit, je réalise que maintenant que ma mère, qui est italienne, on a toujours parlé français en France, elle parle formidablement bien le français, mais je n'ai jamais pensé ce qu'elle devait laisser derrière en parlant un français parfait en France. Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle? Elle a réalisé qu'elle a face à un film. Et face, oui, c'est ça. Donc, en fait, vous témoignez un peu ça. C'est ça ce que j'essaie de dire. Ah oui, tu as besoin de micro, je sais que c'est... Moi, Mais je veux pas te... des mères, voilà, c'est ça. Le micro. Tu viens de formuler ce que j'essayais de te dire, en fait, ce que effectivement des parents peuvent laisser derrière eux en ne parlant pas la langue qu'ils ont parlé dans leur enfance. Voilà. Parce que quelqu'un disait, on doit essayer d'aller chercher chez les grands-parents. C'est moi, oui. Voilà. C'est pas côté parents, forcément, c'est côté... Mais en même temps, ça se transmet quand même. Parce qu'il reste des mots, il reste des expressions. Et ce sont des mots et des expressions qui deviennent des choses sensorielles, en fait. C'est ça. Corporelles, sensorielles, voilà. Et c'est ça que j'ai compris en cours de route, d'avoir fait quand on fait le film. Que finalement, la deuxième génération m'intéresse plus que la première. Parce que ce qui m'intéresse plus que ce que les traces font, Ouais, que... c'est ça. qui reste un peu comme ça, des bribes, des traces, etc., et qui ressort sous une autre forme, et si possible sublimée, c'est-à-dire. De mon côté, par exemple, si des gens passent à côté de moi et parlent le marocain, ils me sont beaucoup plus proches que ceux qui parlent français, alors que moi, ma langue maternelle, c'est le français. Et pareil du côté flamand, voilà. Et je comprends pas un mot de flamand, hein. Mais pour moi, les flamands me sont très proches. Voilà. Voilà, c'est ça ce que je voulais te dire. Ça s'appelle aussi les Marocains, chez toi, on dit Marocain. Parce que moi, je me rappelle quand je fais les premiers films d'une langue à l'autre, Raïm Ouliel, le chanteur, il a dit tout le temps le Marocain à l'époque. Je ne savais pas exactement pourquoi il dit le Marocain. Et ce qui concerne le judo espagnol, maintenant on dit ladino, bon. Mais moi je me rappelle en Israël on disait espagnol. Et la mère de Anna, elle dit espagnol, elle dit pas judo espagnol, et certainement pas le ladino à l'époque. Hein. C'est nouveau qu'on appelle. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup. Je m'excuse pour le français si c'est mal exprimé. En fait, ma question est par rapport au procès de comment est-ce qu'on approche à la création d'un film pareil. Il me semble que dans votre choix de locuteur, il y aurait peut-être les parents vivants pour lesquels c'est justement langue maternelle, la langue dont le film parle. Et ma question est... comment est-ce que c'est arrivé que la plupart des locuteurs étaient des fils ou de deuxième génération de cette langue,
alors qu'on pourra potentiellement trouver des gens qui le parlent comme première langue, si je n'utilise pas l'expression de langue maternelle. Et si c'était un choix de départ ou c'est pendant la réalisation de film que vous avez fait ce choix. Je ne sais pas exactement le moment. De toute façon, au moment où je réalise le film, je sais déjà qui vont être les interlocuteurs, et c'est pas par hasard qu'ils disent ce qu'ils disent. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a les deux premiers intervenants, ils parlent la langue. C'est-à-dire ils savent parler la langue, parce que Naouri dit qu'il a parlé toute sa vie avec sa mère, le judo-libyen, mais il m'a dit aussi qu'il il n'a plus aucun interlocuteur, c'est-à-dire qu'il n'existe pas parce que lui, il était bon. Pour lui, il n'a pas. Peut-être il existe dans le monde, mais pour lui, il ne connaît pas. Et Lynn, la Haketia, bon, je sais, il y a des gens qui parlent la Haketia. Je sais qu'à Paris, il y a des gens qui essayent de continuer à la faire vivre. Les autres, oui, c'est parce que quand j'ai rencontré des gens de la deuxième génération, quelque part, je trouve que c'est plus intéressant. Et même la troisième, parce que Siboni, Jonas, il est de la troisième, en fait, par rapport à... Mais je cherchais des gens, en fait, qui peuvent dire des choses intéressantes par rapport à la langue. Voilà, et je l'ai trouvé plus dans la deuxième génération. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dire... Parce que j'ai rencontré des gens qui parlent la langue, mais après, ils ne m'ont pas dit quelque chose qui est pertinent. Hein. Peut-être quand elle est évidente, on ne peut pas dire... Quand c'est évident, si je dis quelqu'un qui parle du français, parle-moi de... Donc je ne sais pas. C'est des gens que j'ai rencontrés, et c'est comme ça que... Et puis bon, juste te dire, c'est peut-être, je ne sais pas des combien, c'est les 10e film à peu près que je fais sur la langue. Donc. Oui, j'ai trouvé très émouvant dans le témoignage de Lynn Amsellem, oui. Le moment où elle exprime la terreur qu'elle a éprouvée à l'idée que ses parents allaient mourir et qu'elle n'aurait plus personne avec qui parler. C'est curieux, c'est-à-dire avoir peur de la mort de ses parents, pas seulement à cause de la disparition d'êtres chers, mais à cause de la disparition de la langue maternelle qu'on parlait avec eux. Et effectivement, nous sommes assez peu nombreux sur la place de Paris à pouvoir nous exprimer de façon très fluide en Haketia. Oui. Il fallait que je vienne vous voir. Et donc je comprends ce qu'elle a pu éprouver au moment où elle a compris qu'elle allait peut-être rester seule, emmurée en quelque sorte dans une langue. Bonsoir. Oui, votre film est tout à fait intéressant. Dans une de vos intervenantes dit à un moment donné la langue maternelle, ce n'est pas la langue de ma mère. Et un certain nombre d'entre eux ont dû... C'est pas celle de ma mère. C'est comme ça que j'ai entendu. Non ? Donc, effectivement, pour moi, ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a toujours une langue maternelle ? Et un certain nombre de vos intervenants disent finalement que pour se rapprocher, etc., ils ont dû réapprendre cette langue, faire des recherches autour de cette langue, la réapprendre. C'est-à-dire, ça pose aussi la question de... La langue maternelle est une langue étrangère pour eux. Et en quoi ça entretient ce sentiment d'étrangeté, finalement, que d'être confronté à cette langue qui est complètement autre et qui n'est pas forcément parlée. Je parle dans le cas où la langue n'est pas parlée par l'enfant qui en hérite, mais sans pouvoir vraiment se l'approprier. Ou se l'approprier dans un deuxième temps comme une langue étrangère. Voilà. Il y a un statut de l'étranger dans le corps d'une langue, hein, qui est pas simplement une idée de l'étranger, mais qui est une présence, une respiration, un souffle, une énonciation de mots, de paroles qu'on ne comprend pas. Hein, mais on fait aussi avec ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne peut pas penser.
Et bon, sans développer cette idée dans un registre trop philosophique, j'ai trouvé que ce film donnait une autre idée de l'universel, puisqu'au fond, à une certaine idée de l'universel qui va vers une langue pour tous, quelque chose qui serait unique, propre, et qui rassemblerait tout le monde. Là, il y a une universalité merveilleuse dans le passage de toutes ces langues, dans la circulation d'une langue à une autre, dans la transmission d'une génération à une autre. C'est une humanité et un universel extrêmement concret qui, je trouve, est beaucoup plus fort qu'un universel abstrait qui s'exprimerait sous une seule langue, même si on a du mal à le penser. Mais justement, c'est peut-être ça l'universel, qu'on n'arrive pas à le penser, sauf si on veut le maîtriser. Et ça, c'est autre chose. Ça peut peut-être être le mot de la fin. Oui, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous.